Et coucou tout le monde. Coucou tout le monde, pardon. Coucou YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit des sorties poche de septembre. Voilà. Bon, là je tourne un peu à 2 vidéos par mois hein, depuis le début de l'été, mais c'est comme ça. Et la prochaine, oui, la prochaine du coup, ça sera dimanche prochain avec les sorties grand format. Écoutez, je vous propose d'attaquer de suite, juste pour la précision, avant, comme d'habitude, ce sont des sorties qui m'intéressent, ou bien que j'ai lu et que je veux vous conseiller. Donc je ne mets pas, alors évidemment c'est pas une liste exhaustive, je ne mets pas tout ce qui est tome 2, tome 3, etc. Je ne mets pas des rééditions, je précise aussi parce que il y a 3 livres que j'ai. Alors déjà, j'en ai vu des rééditions en faisant des recherches, et j'avais mis 3 livres dans mon truc, dans ma liste, dont j'avais pas vu que c'était des rééditions, et c'est après en regardant plus en détail et tout, je me suis rendu compte que c'était des rééditions. Il y a beaucoup, beaucoup de rééditions. Donc j'essaye de pas les mettre. Voilà, c'est rare, enfin ça peut arriver, mais c'est rare. Moi je me suis dit, bon, allez, c'est pas. Ça fait comme ça fait des sorties en moins, parce que le truc c'est qu'il faut arriver à faire du tri quand même, pas en avoir beaucoup, beaucoup. Donc, allons-y. Ça va arriver. Euh, donc, comme d'habitude, qui dit rentrée littéraire, même au format poche, dit beaucoup de contemporain. Voilà. On a quand même pas mal de thrillers. Après, ouais, c'est un peu pas très très éclectique. Hein, même au niveau, j'ai d'habitude, avant, je mettais pas les pays, mais la dernière fois, je les avais mis parce que c'était très très éclectique la sélection. Là, c'est un petit peu moins. Voilà, sur 27 sorties, il n'y a que 9 pays différents représentés. Bon, c'est pas trop mal quand même. Très peu de mangas, très peu de graphiques, d'une façon générale. Les seuls graphiques, c'est des mangas. Il n'y a pas de ouf de sortie en septembre au niveau manga. J'étais assez étonnée, mais voilà. Et puis voilà, bah écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, le 1er septembre sortira La femme du deuxième étage de Jurica Pavičić, je suppose, qui est une autrice croate. Alors j'avais jamais vu passer ce roman, je ne connaissais pas du tout, mais ça a l'air intéressant. Donc en fait, on va suivre Bruna, qui va tomber amoureuse de Fran, qui est un marin. Voilà, elle va se marier avec lui. Ils vont emménager au deuxième étage de leur maison familiale. Donc j'imagine, voilà, au premier vit la mère de Fran, qui est un peu un genre de matriarche en fait. Hein, voilà, pas très commode. Et puis il va y avoir une ellipse, et 3 ans plus tard, Bruna va être en prison. En fait, on va suivre Bruna en prison, où elle purge une peine pour meurtre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et voilà, et donc on va suivre l'histoire de sa descente aux enfers. Voilà, synopsis pas hyper original, mais toujours efficace, hein, ce genre de synopsis. Voilà, donc ouais, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Moi, je me rappelle pas l'avoir vu passer celui-ci. Ni celui-ci, ni le L'eau rouge, parce qu'on nous dit par l'auteur du best-seller L'eau rouge. J'avoue que je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça m'intriguait, donc je l'ai mis. Et puis j'aime bien l'idée que, voilà, que ce soit une autrice croate, ça change un petit peu. J'aime bien quand on va dans des pays voilà, qu'on connaît moins, comme ça. Même si je suis déjà allée en Croatie, moi. Ensuite, on passe à la suite. Toujours le 1er septembre sortira Tenir sa langue de Paulina Panasenko. Et cette fois, on est en Russie. On démarre avec l'Europe de l'Est. Hein. Donc en fait, on va suivre. Alors c'est un roman. Ouais, alors j'aurais dû marquer. C'est vrai, j'ai même pas fait gaffe. C'est une autobiographie en fait aussi. Je suis bête.
C'est pas que j'ai pas fait gaffe, c'est que j'ai oublié de noter. Donc comptez qu'en fait il y a 3 biographies et pas 2. C'est un peu le mois des biographies là. Donc bon, c'est pas grave. Donc en fait, on va suivre Paulina justement, qui est née en Russie, enfin en URSS très précisément, qui va venir en France et qui va devenir Pauline, puisque c'était un peu de bon ton de franciser les noms hein, à l'époque. Et en fait, elle va raconter justement un peu son histoire avec ces deux pays, hein, voilà, sa terre natale et sa terre d'accueil. Et voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, en gros, je crois ça va raconter un petit peu comment elle va se battre pour récupérer son vrai prénom, en fait, qui est donc Paulina. Voilà, moi ça m'a interloqué. Bon, en plus, on me dit, ça parle des minicums. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais voilà. Oui, en plus, c'est prix féminin des lycéens. Je me suis dit que c'est qu'il y avait forcément quelque chose d'intéressant. La couverture, je trouve que la couverture fait très japonais. Pas pourquoi je pensais à un truc japonais en voyant la couverture. Ouais, c'est marrant. Vous voilà pour celui-ci. Il est assez court d'ailleurs. On passe au 6 septembre. Il y a une petite salve de sortie le 6 septembre. Et donc sortira The Dead and the Dark de Courtney Gould, qui est un thriller young adulte surnaturel. J'ai pas eu la place de le mettre. Enfin, si, j'aurais pu en fait. Il m'est resté une ligne. Donc là, on va être dans l'Oregon, où il se passe des choses étranges. Il y a des adolescents qui disparaissent. Et il se trouve qu'il y a justement un groupe de chasseurs de fantômes qui vient de débarquer en ville. Et en fait, tout le monde va les accuser justement d'avoir fait disparaître ces adolescents. Enfin, je ne sais pas trop comment, mais voilà. Et... attendez, je suis en train de... Apparemment, c'est un couple, les fameux chasseurs de fantômes, puisqu'on nous dit leur fille, Logan, comprend vite que si elle veut les innocenter, elle va devoir mener l'enquête de son côté. Ah, c'est ses pères, d'accord, ok. Car depuis leur arrivée à Snakebite... Oui, je lis pas les synopsis avant, hein, bravo moi. Bon, si, je les lis, mais en fait, celui-là, c'est parce que il était depuis longtemps dans ma wishlist, donc je me souvenais plus du tout de quoi ça parlait. Voilà. Donc, depuis leur arrivée à Snakebite, ses pères semblent multiplier les secrets. Et on va suivre aussi Ashley, qui est la petite amie du premier adolescent à avoir disparu. Et elle a l'impression que le fantôme de son petit ami la suit. Donc voilà, en fait, il va y avoir tout un truc un peu surnaturel autour de cette ville de l'Oregon, Snakebite. La morsure du serpent, ça fait plaisir. Qui c'est qui appelle une ville comme ça, sérieusement? Et on nous dit, imaginez la série Riverdale croisée avec l'Outsider de Stephen King, parce qu'il fallait bien citer Stephen King quelque part hein, pour que ça fasse vendre, évidemment. Mais voilà, ça a l'air... ouais, j'aime bien. J'aime bien. Alors, d'ailleurs, sachez, je ne sais pas encore si je vais le mettre ou pas, parce qu'il y a tellement de choix, mais sachez que un nouveau livre de cette autrice va sortir aussi en septembre. Je ne sais plus comment il s'appelle, par contre. Mais voilà. Mais c'est un one-shot aussi, il n'y a pas de... Voilà, voilà. Et la couverture est très belle aussi. C'est un peu une couverture du même style. Ouais, c'est vrai. Voilà. Allez, ensuite, la suite. Alors, toujours le 6 septembre paraîtra Exercice de confiance de Susan Choi chez Babel. Actes Sud dans leur collection Babel. Et donc là, ça m'a pas mal intriguée aussi. Donc en fait, on va être au début des années 80 dans le sud des États-Unis. On va suivre un couple, c'est David et Sarah. C'est des adolescents, voilà, ils ont 15 ans. Ils s'aiment énormément. Ils rêvent d'une grande carrière, etc. Parce qu'ils ils viennent d'intégrer une prestigieuse école d'art dramatique. Alors, c'est des artistes.
Et voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est devenir acteurs. Mais en fait, ils vont faire la rencontre, donc, enfin, ils vont pas faire la rencontre, mais ils vont se lier, on va dire, avec l'un de leurs professeurs, le professeur Kingsley, qui est un vétéran de Broadway et qui a des méthodes peu conventionnelles. Mais le truc, c'est que il va y avoir une relation assez spéciale. On ne sait pas de quelle manière, hein, pour ça je rentre pas dans les détails parce que je ne connais pas les détails, entre donc ce professeur et ces deux adolescents. Et puis il va y avoir une ellipse, on va être 12 ans plus tard. Alors peut-être qu'il va y avoir des transitions passé-présent, je ne sais pas encore. Mais on va être 12 ans plus tard où Sarah va retrouver certains de ses anciens camarades. Et là, en fait, elle va redécouvrir un petit peu ce qui s'est passé, notamment sous leur, sous leur œil à eux, en fait, voilà, de leur point de vue à eux. Et là, elle va se rendre compte que peut-être que ses souvenirs sont pas ceux qu'elle pensait. Voilà. Et c'est marrant parce que elle, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant, mais ce qui m'a... Putain, le chat, ça faisait super longtemps qu'il n'était pas venu. Ah oui, mais il attendra. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le rideau, donc il peut pas me voir. Mais il sait que je suis là, hein. Il gratte à la fenêtre. Ah, ça faisait super longtemps qu'il n'était pas venu là. Mais il va devoir attendre, le pauvre. Donc là, oui, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on nous dit Susan Choi livre un roman explosif sur les frontières du consentement, sur la prédation et sur la malléabilité de la mémoire. Donc là, bon, on commence à comprendre un peu ce qui s'est passé, mais voilà. Ouais, mon chat, ouais. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça a l'air très intriguant. Et je connaissais pas cette autrice, mais apparemment, c'est un peu une vétérante aussi, donc bon, je l'avais pas lu encore. Elle est à moitié coréenne. Du coup, pour Lison l'Asie. Donc voilà, pour celui-ci. Toujours le 6, je bois un coup, ça y est, je la vois qui part en live. Sortira et la forêt brûlera sous nos pas de Jens Liljestrand, je suppose, qui est donc un auteur suédois. Donc là, c'est pendant les vacances d'été. Il va y avoir des feux de forêt, donc en Suède. Donc, évidemment, notamment dû au réchauffement climatique, hein, voilà. Et le truc, c'est que là, en fait, les autorités ont du mal à faire face à tous ces feux de forêt. Voilà, ça va être problématique parce que, déjà pour les raisons que vous savez, mais aussi parce que ça va nuire au tourisme et tout ça. Ça va foutre un beau bordel, pour être poli. Et on va suivre Didrik, qui est consultant média et en fait qui va être pris dans le cataclysme avec sa famille. Mais le truc, c'est que Didrik, il se préoccupe davantage du buzz qu'il va faire avec ses tweets sur l'événement que de protéger sa famille. Et donc voilà, en gros, l'auteur va nous raconter presque un roman choral, parce qu'on nous dit qu'on va suivre 4 personnages différents. On nous en présente qu'un, mais visiblement on va en suivre 4. Et on nous dit 4 personnages, 4 manières de réagir. Donc en fait, il va nous montrer comment on peut réagir, quelles sont toutes les possibilités de réaction face à cette catastrophe naturelle, ou pas d'ailleurs, naturelle ou pas, parce qu'en général, c'est souvent des gens qui jettent leur mégot, mais ça reste naturel dans le sens où c'est des fortes sécheresses qui font que les feux prennent très vite et que ça devient... voilà. Alors là, on est en plein dans l'actualité, là, en plus, hein, avec celui-là. Coucou Nelly, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est soirée rentrée littéraire, mais poche. Poche. C'est vrai que j'ai oublié de le marquer sortie poche. Là, je l'avais marqué sur le truc. Bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est marqué dans le truc. Hein. Ouais, c'est sortie poche. Fallait bien que j'oublie un truc, comme d'habitude. Hein. Vous me connaissez. Ensuite, toujours le 6, vraiment une grosse vague, le 6 sortira le premier tome d'un manga qui s'appelle Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse.
Et j'ai mis que c'était, donc l'autrice c'est Hiro Kashiwaba, et j'ai mis que c'était un isekai, c'est un genre particulier en fait de, du manga, puisque c'est un genre où en fait il va y avoir la confrontation entre le monde réel et un monde fantastique. Et donc c'est soit un personnage du monde réel qui va se retrouver dans un monde fantastique, soit inversement. Voilà, donc c'est ça, c'est un isekai. Et là, en fait, on va suivre donc Jeanne, qui est une vieille femme solitaire qui vit recluse au fin fond d'une forêt d'un monde fantastique. Voilà. Elle a autrefois vaincu le roi démon, ça me fait penser à Zelda, mais voilà. Elle a vaincu le roi démon grâce à ses pouvoirs de sorcière, mais elle vit aujourd'hui dans l'oubli le plus total. Et elle est même considérée avec méfiance et dédain par tous les villageois. Vous voyez le syndrome un peu de la sorcière. Belle métaphore de ce que vivent les femmes âgées seules aujourd'hui. Hein. Et un jour, pour briser sa solitude, elle va décider d'invoquer une créature d'un autre monde. Comme ça, parce que pourquoi pas. Et il se trouve que la créature qu'elle a réussi à invoquer, voilà, elle pensait pouvoir invoquer un dragon, et en fait c'est un chat. Et il se trouve que c'est un très très gros chat, mais qui vient, visiblement, si j'ai bien compris, de notre monde à nous, voilà, du vrai monde. Et c'est un chat tout mignon. Et donc en fait, voilà, bah, ça va être, je pense qu'il va y avoir vraiment un peu la métaphore, ouais, voilà, on a la métaphore jusqu'au bout de la vieille femme, de la vieille fille, voilà, vieille fille avec son chat, etc. J'aime bien l'idée. Alors je sais pas combien, je crois qu'il y a, pour l'instant, il y a que 4 tomes qui sont sortis au Japon, mais je sais pas combien il va y en avoir. Mais ça a l'air très mignon, et ça a l'air très intéressant, et ça a l'air très métaphorique, et voilà, donc je l'ai noté. T'attends la sortie poche des gens des collines. Ah d'accord, ok. Ah oui, en novembre, c'est pas encore maintenant. Ok. Donc voilà pour celui-ci qui sortira chez Doki Doki. Je suis là. Et toujours le 6 septembre, alors celui-là je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé, donc je vous le mets. Il s'agit de Hidden Pictures de Jason Rekulak. Donc on est dans un récit plutôt horrifique, où on va suivre, bah tiens Malo, toi qui disais que tu aimais bien voir ton prénom, mais bon, tu le sais, de toute façon je pense que tu l'as lu. On va suivre Mallory qui est engagée comme, j'avais oublié son prénom, hein, qui est engagée comme babysitter par donc un couple qui sont assez aisés, donc c'est Ted et Caroline, et elle doit s'occuper de leur fils de 5 ans, Teddy. Donc Mallory, elle est tout de suite sous le charme de Teddy, voilà, en plus c'est cool, elle a sa petite cabane, on va dire, où elle vit tranquille. Voilà, elle peut faire sa life. Voilà, elle est bien, voilà, elle s'occupe d'un petit qui est adorable, elle s'attache beaucoup à lui, etc. Or, le truc, c'est que donc Teddy adore dessiner, il dessine plein de choses, mais un jour, il va dessiner un truc un peu chelou. Voilà, et notamment il va dessiner un homme qui traîne ce qui semble être le cadavre d'une femme. Et le truc, c'est qu'il va se mettre à dessiner des trucs de plus en plus réalistes pour un enfant de 5 ans, trop réaliste et trop glauque. Et voilà, je pense que je ne vais pas en dire plus, mais c'était extrêmement bien ce livre, j'avais beaucoup aimé. Voilà, bon petit roman horrifique. Roman d'horreur, où est l'erreur? J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ouais, la couverture est cool, effectivement. Donc voilà. Bisous Michel, merci d'être venu. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas étrange ton prénom, hein, Malo. Mais oui, on le voit pas mal. Ah, t'aimes pas ce qu'il fait pas. Oui, j'avais cru comprendre ça, mais... Eh oui. Ouais, mais... Celui-là, t'aurais pu aimer, parce que il y a un côté un peu... Il y a un côté thriller domestique aussi, tu vois. Dans la façon dont c'est fait, donc... franchement, t'aurais pu aimer. Vraiment.
pense que ça pourrait être ton truc. Ah, t'as bien lu le truc avec les gens qui se font bouffer par des araignées. Tu peux lire celui-là. Hein. Franchement, je te le dis. Hein. Franchement, ça va. Hein. Vraiment, en plus, c'est pas un truc, c'est pas du tout un truc gore et tout ça, machin. Hein. Donc, voilà. Bref. Ensuite. Tiens, en parlant de thriller domestique, donc va sortir Ton jour viendra de Kimberly McCreight aux éditions Hauteville. Alors, je l'ai mis parce que, bon, déjà, j'aime bien le thriller domestique de ces éditions en général. Et puis, Kimberly McCreight, j'avais lu Amelia, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et à chaque fois, je me dis, il faut vraiment que j'en lise un autre de cette autrice. Et ben non, donc j'en ai un autre d'elle. Alors, celui-là, je ne l'ai pas, mais j'ai je sais plus. Merde, je sais plus le titre. Tous les titres, ça m'énerve, je trouve que les titres des thrillers domestiques, surtout ceux de chez Hauteville, ils se ressemblent toujours, c'est un truc de fou. Du coup, je sais plus, je mélange toujours les titres et je sais plus. Donc voilà, c'est un truc de fou. On retient pas les titres à cause de ça, c'est pas... Ouais, Stéphane, ouais, je me doute que c'est tout à fait ton genre de livre. Donc là... En fait, on va... Alors, en plus, le truc bien classique. Non, mais c'est vrai que là... J'avoue que c'est très cliché. J'avoue que le synopsis est ultra cliché. Je rigole, Stéphane, forcément. C'est pour toi, Stéphane. Donc, on va être dans un chalet au milieu des montagnes, évidemment, où on va suivre 5 anciens camarades de fac qui se réunissent pour le week-end dans ce chalet au milieu de nulle part. Qu'est-ce qui peut mal se passer, franchement? Je vois pas. Donc, c'est pas... Alors, on nous dit c'est pas un enterrement de vie de garçon, contrairement à ce qu'ils affirment, mais plutôt une tentative pour empêcher l'un d'eux de sombrer dans l'addiction. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Voilà, donc en plus, a priori, ils ont perdu l'une de leurs amies et il semblerait que ce soit un suicide. On nous dit le suicide présumé. Voilà. Donc, ils sont bien décidés à ne pas laisser survenir un nouveau drame. Et c'est vrai que c'était la super bonne idée, du coup, pour ne pas risquer qu'il se passe un drame, d'aller s'isoler dans un chalet dans les montagnes. Vraiment. C'est excellente idée. Je ne comprends pas. Alors, mais rien ne se passe comme prévu. Bah, tu m'étonnes. Et donc... Alors, on nous dit, les gens du coin ont visiblement une dent contre ces étrangers qui viennent troubler la quiétude des montagnes. Bah oui, alors ça, c'est aussi le cliché. Voilà, et donc, à force de se parler du bon vieux temps, les secrets du passé refont surface, et certains d'entre eux sont mortels. Voilà. Non, après, il était très bien, effectivement, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le synopsis est un peu drôle. Et un peu drôle. Ok, Steph, donc toi, prévisible, mais ça se lit bien. Mais oui, après, pour le coup, Amelia, de Kimberly McCreight, qui était sur le harcèlement scolaire, était vachement bien. Ça faisait pas thriller domestique, pour le coup, je sais pas, il y avait... ça faisait plus roman contemporain, je trouve. C'était vraiment intéressant, les thématiques étaient intéressantes. Il y avait des bons rebondissements en plus. Enfin voilà, c'était très très bien Amélia, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je sais pas après, je sais pas ce que ça vaut sinon. Coucou Mélanie, j'espère que tu vas bien. La plume est très bien, ok. Donc voilà pour celui-ci. Ah, c'était sympa Amélia. Toujours le 6, décidément, sortira Priya, la fille du boucher. Et donc, dans cette histoire, donc j'ai oublié de dire l'autrice de Marie Capron, évidemment, donc aux éditions J'ai lu, pas chez lu. Dans cette histoire, en fait, alors Priya, c'est une commissaire. En fait, j'ai du mal à comprendre le titre. Vous allez comprendre pourquoi. Ça n'a pas de sens. Donc, on va suivre Priya, qui est une commissaire qui se rend en pleine nuit dans un élevage de poussins. Parce qu'il y a un vigile qui a donné l'alarme. Et pour cause, ouais, je rigole de l'élevage de poussins, mais en fait, ça n'a rien à voir. Pour cause, parce que là, attention, ça va être moins drôle, on y a trouvé la tête non pas d'un poussin, mais d'un nourrisson humain, donc.
Et ce bébé était censé être gardé par Laurie, qui, alors j'espère que ça va pas être du coup anti, enfin bon, vous allez comprendre, qui est la babysitter Laurie, qui est une militante de la cause animale. Donc j'imagine qu'elle a dû se rendre dans l'élevage de poussins pour protester, voilà, j'en sais rien. Et donc on nous dit, donc Laurie, serait-elle, donc elle est introuvable, serait-elle celle qui se fait surnommer la fille du boucher? Alors du coup, pourquoi, si c'est Laurie la fille du boucher, pourquoi le titre c'est Priya la fille du boucher? Si c'est un spoil, c'est un peu con quand même, hein. Je veux pas dire, mais ouais, la couve est super glauque là pour le coup, avec le poupon sous l'emballage cellophane là. Donc l'enquête s'annonce ardue pour Priya, voilà, donc Priya c'est l'enquêtrice, on est d'accord, qui doit en outre composer avec la présence de Mark Ober, un écrivain parachuté par une entreprise américaine en échange d'une coquette somme. Et il se trouve qu'il va y avoir un nouveau meurtre à la mise en scène sordide. Voilà, donc je comprends pas pourquoi ça s'appelle Priya la fille du boucher. Je me dis quand même, si c'est un spoil, si c'est pour qu'on apprenne dans le livre que c'est la commissaire qui est la fille du boucher, je comprends pas. C'est trop bizarre. Allez, le chat qui gratte encore, mais il attendra. Bref, c'est très étrange. Mais en tout cas, sinon, le synopsis a l'air intéressant. Donc, voilà. On va voir. Après, bon, je pense pas que je l'achèterai, moi, honnêtement. Mais je sais pas. Je l'ai pas vu passer, celui-là, en grand format non plus. Donc, je sais pas. Oui, je t'ouvrirai à la fin du live. Ensuite, toujours le 6. Je crois que la moitié des sorties sont les 6. Hein. Sortira Zoomania d'Abby Jenny. Genie, je ne sais pas. C'est une américaine. Chez Babel. Again, j'aime beaucoup les couvertures de Babel. J'aime beaucoup cette couverture avec la girafe. Je crois que j'étais plus attirée par la couverture que par le reste. Mais le synopsis a l'air pas mal non plus. En version afghane. Oula. Je suis pas sûre d'aimer ta blague. Bref. Alors, donc, dans cette histoire, on va être dans une petite ville de l'Oklahoma, pardon, où une tornade a dévasté un quartier et cette tornade a laissé 4 enfants orphelins sans toit. Voilà, donc en gros, dans cette tornade, ils ont perdu non seulement leurs parents, mais aussi leur maison. Et donc en fait c'est Darlene, l'aîné des 4 enfants, qui va prendre la responsabilité de ses 3 frères et sœurs. Et donc ah oui, elles sont, attends, c'est que des filles en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, c'est que des filles. Ouais, mais non, 4 enfants orphelins. Et après on nous dit les 3 jeunes sœurs. Je sais pas. Bah non, le frère rebelle. Ils sont combien? Je comprends pas. Donc il y a une aînée, ensuite il y a 3 jeunes sœurs, et ensuite il y a encore un frère, mais ils sont 4. Je vous jure que des fois les 4e de couve c'est un peu le bordel, hein. Franchement, bref. Donc le frère va disparaître, et 3 ans plus tard, on retrouve la Benjamine des enfants, Cora, qui a 9 ans. On nous dit que la tornade c'est son premier souvenir et que son frère lui manque, voilà. Elles vivent toutes, donc les filles, elles vivent toutes dans un mobil-home. Et il se trouve qu'il va y avoir une bombe qui va exploser dans l'usine de cosmétiques locale. Merci Patrick Sébastien. Putain, j'adore ton pseudo. Non, c'est faux. Pour ton suivi. Et cette bombe va libérer tous les animaux de laboratoire. Et en fait, ça va être le début d'un autre cataclysme, on nous dit. Et voilà, on nous dit que c'est... Alors voilà, je comprends pas trop le synopsis, mais c'est intéressant. Et on nous dit surtout que il va y avoir une folle cavale à travers l'Ouest américain et que c'est un roman entre thriller et méditation poétique sur la nature. Zoomania met à l'épreuve les limites de l'amour et de la loyauté et nous invite à un apprentissage de l'absolu aussi violent qu'enivrant. Voilà, ça a l'air très très intriguant, même si j'ai pas tout compris.
Si on comprend en gros hein, le principal, mais voilà. Ça a l'air intéressant. Ouais, la girafe est classe. C'est vrai que j'aime bien, moi, les couvertures bleutées comme ça aussi, ouais. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe chez Gallmeister dans leur collection Totem avec ce qui vient après de Joan Tompkins. Alors celui-là, je crois qu'il y avait eu des avis assez mitigés, hein, il me semble, mais bon, moi, il m'intrigue pas mal. Puisque on va être donc dans l'état de Washington. Alors c'est pas l'état de Washington, il est à l'autre bout, il n'est pas à Washington. Hein. Voilà. Je crois que c'est Seattle, il me semble, hein, la capitale de Washington. Donc on va suivre Isaac qui a perdu son fils qui était adolescent. Son fils a été assassiné par le meilleur ami, par le meilleur ami de son fils donc. Et le meilleur ami en question, donc qui a tué son meilleur ami, j'espère que vous avez suivi, va se suicider. Et c'est au tour de donc la mère du jeune homme qui s'est suicidé, pas de se suicider, mais voilà, de devoir traverser son deuil. On nous dit, il n'y a aucune explication à ce drame, voilà. Isaac et Laurie, donc le père de l'un, la mère de l'autre, étaient autrefois amis, maintenant ils s'évitent, forcément. Mais il se trouve que va apparaître une jeune fille, une jeune adolescente de 16 ans qui est sans abri et qui est enceinte. Elle va être recueillie par Isaac et accompagnée par Laurie. Et donc ça va être un peu, en gros, elle va venir combler un peu le vide que les deux ont dans leur vie. Mais il va y avoir une révélation. Il se trouve que la jeune fille a déjà croisé le chemin des garçons la semaine du meurtre. Et donc, voilà, on va peut-être savoir ce qui s'est passé. Voilà. Ça a l'air pas mal du tout. Mais ouais, je sais pas pourquoi il y avait eu des avis. Il me semble qu'il y avait eu des avis un peu mitigés sur ce titre. Alors, je sais pas si vous l'avez lu ou pas. Mais voilà. C'est vrai qu'en général, les totems, moi, enfin, les Gallmeister, je suis rarement déçue. Mais bon. On verra bien. Putain, par contre, le prix. C'est de plus en plus abusé, hein, les Gallmeister, hein, au niveau du prix, franchement. Mais bon. Alors, on passe au 7 septembre avec... Oui, on n'était pas... Ah si, merde, on était déjà passé au 7 septembre. Pardon. Sorry. Donc, toujours le 7 septembre. Sortira La Nurse du Yorkshire chez Pocket. Et en fait, au début, quand j'avais vu ce titre, j'étais là, ah, purée, encore un truc de... Encore un cozy mystery, ou encore un truc un peu... ouais, un truc gothique anglais, mais que je vais pas trop aimer, truc victorien, etc. Et en fait, je trouve que ça fait un peu penser, moi ça me fait un peu penser ouais, au roman gothique un peu horrifique, à la Rebecca, tout ça, le tour d'écrou. Je sais pas, voilà, il y a un truc comme ça, donc qui m'y fait penser. En fait, on va suivre une nurse qui vient d'être diplômée, elle s'appelle Ruby, et elle va être engagée par une famille, la famille England, ça ne s'invente pas. Enfin si, ça s'invente en l'occurrence, mais voilà. Mais du coup, donc elle va se retrouver donc à vivre avec eux dans leur domaine qui est un peu coupé de tout. Et le truc, c'est que cette famille est un peu chelou. Donc la mère est un peu fantomatique, le père, il est un peu trop affable. Et les deux enfants sont, enfin les deux, je sais pas si les enfants en tout cas, sont totalement insaisissables. Et donc Ruby commence un peu à regretter son choix. Et à se dire que les familles parfaites n'existent pas. Et voilà, j'en sais pas plus, mais je sais pas. Et ce synopsis me fait un effet de... Ouais, truc comme ça, le tour d'écrou, vous voyez, je sais pas. Donc pourquoi pas. Ce titre est un peu chelou, ce titre, cette couverture, ça fait très cozy mystery, ça fait très limite ouais, romance victorienne, machin, mais j'ai pas l'impression que c'est... Ah oui, c'est ton anniversaire, je parie, Malo. Je sais pas pourquoi. donc voilà.
Il m'intrigue celui-ci. Pareil, je ne l'ai pas du tout vu passer en grand format, alors je sais pas. Ensuite, alors, toujours le 7, sortira Pandore de Susan Stokes Chapman. Et donc, bon, on est encore sur une réécriture contemporaine de la mythologie grecque, j'aime beaucoup. Alors, contemporaine, pas vraiment, là, pour le coup, puisque ça se passe. On est encore, voilà, encore truc victorien, tout ça. Enfin, je sais pas si c'est l'époque victorienne, mais bon, on est à Londres en 1799. Il me semble que c'est l'époque victorienne. Parce que je sais pas de quand à quand ça va exactement. Et on va suivre Dora. Dora, pas Dora l'exploratrice, hein, qui va voir sa vie bouleversée le jour où son oncle va rapporter dans sa boutique, voilà, Dora elle a une boutique d'antiquité et son oncle va lui rapporter une urne, une grande urne à la beauté envoûtante. Et le truc c'est que, ben voilà, en fait on n'en sait pas plus. J'adore. Bon, on en sait un petit peu plus sur Dora. En fait, voilà, ses parents sont décédés. Elle va être placée sous la garde de Ézéchia, donc qui est son oncle, si je comprends bien. Et donc, elle va reprendre un peu la boutique d'antiquité de ses parents. Et voilà, et elle a très envie d'ouvrir cette boîte, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ouais, moi aussi je l'avais vu, je l'avais repéré aussi en grand format, mais je ne l'avais pas acheté, donc peut-être en poche, et c'est vrai que la couverture est magnifique. Donc ouais, celui-là, il y a peut-être moyen que je l'achète, je suis assez curieuse, et là en plus on est dans un truc gothique, là pour le coup vraiment, donc ouais, ça peut être intéressant. Ensuite, toujours le 7, sortira le tout petit récitatif de Toni Morrison chez 10-18, dans lequel on va suivre deux anciennes amies. C'est Twyla et Roberta qui étaient en fait, qui ont grandi ensemble dans un orphelinat. Et il se trouve que elles se sont perdues de vue. Elles se sont perdues de vue. Donc l'une est noire et l'autre est blanche, on nous dit, voilà. Mais laquelle est laquelle? Ah, on ne sait pas. D'accord, ok, ouais, c'est bizarre ça. Donc voilà, elles sont inséparables et tout ça, mais la vie va les éloigner. Et il se trouve que des années plus tard, elles vont se recroiser à plusieurs reprises, chaque fois dans des circonstances très différentes. Et ces retrouvailles vont être toujours un peu malaisantes. Parce que ben, ça va faire remonter un épisode de leur enfance qui apparemment n'est pas... Enfin, elles se rendent compte que c'est pas le souvenir de ce qu'elles avaient, elles, de ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Que, en gros, la mémoire leur aurait peut-être jeté des tours. Voilà, jeter des tours. Qu'est-ce que je raconte? Jouer des tours. Oh là là, j'ai du mal hein, ce soir, hein. C'est la chaleur, hein, je vous le dis. Donc voilà, celui-là je l'avais vu aussi quand il était sorti, j'en avais parlé je crois d'ailleurs dans les sorties, quand il était sorti en grand format. Mais la couverture était très... Bon, la couverture du poche est pas beaucoup plus belle, mais c'est déjà un peu mieux que la couverture du grand format qui était vraiment très moche. Ça donnait pas envie de l'acheter. Mais ouais, je suis curieuse, bah, c'est Toni Morrison. Après, Toni Morrison, c'est particulier pour moi hein, comme style d'écriture, donc à voir pour celui-ci. Ensuite, on passe un peu à la SF, toujours le 7. Sortira Rendez-vous demain de Christopher Priest aux éditions Folio SF. Donc là, on va suivre... Alors, on va être à la fin... Donc d'abord à la fin du 19e siècle. Vous allez me dire c'est pas très SF, mais c'est normal. À la fin du 19e siècle, c'est un professeur qui s'appelle Adler qui étudie les glaciers et les changements climatiques. Et il se trouve qu'il va arriver à la conclusion que la planète va subir un refroidissement majeur au cours du 21e siècle. Un peu l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Or, on va être ensuite en 2050
Et là, donc là c'est plus réaliste, le climat ne cesse de se réchauffer et la montée des eaux semble inéluctable. C'est en tout cas ce que constate donc Chad Ramsey. Dans Chad, il a été profiler pour la police et il a été licencié. Mais il se trouve que juste avant son licenciement, on lui a implanté dans le crâne un moyen de communication révolutionnaire dont il va se servir pour aider son frère jumeau qui s'appelle Grégory, qui cherche, voilà, vous allez, faut suivre le truc, qui cherche à en savoir plus sur un grand-oncle qui aurait fait de la prison il y a longtemps. Est-ce que ce grand-oncle serait le fameux... Alors, c'est pas le fameux Adler, c'est Adolphe qui serait le frère jumeau d'Adler. Oh purée. Donc Adler, je rappelle, qui était celui qui étudiait, qui étudiait les glaciers et qui avait dit qu'il y aurait un refroidissement, voilà, quand c'était à la fin du 19e siècle. Est-ce que vous avez suivi? Donc voilà. Et Adolphe, qui est son frère jumeau, lui, c'est un artiste qui fait de l'opéra. Voilà. Voilà. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a tout un genre de... Il y a tout un méli-mélo de usurpation d'identité, gémellité, dérèglement climatique, etc., etc. Ça a l'air cool. Mais en fait, moi, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il se trouve que Christopher Priest, je pense que c'est Priest, c'est l'auteur du Prestige. Voilà. Donc, je n'ai pas lu le Prestige. Bisous Yasuna, merci d'être passé. Je n'ai pas lu le Prestige, mais j'avais vu le film, donc le fameux film de Christopher Nolan. Voilà. Du coup, je me suis dit, hey, s'il a pu écrire un truc aussi what the fuck et excellent que le Prestige, ça peut être pas mal dans le truc. En plus, le truc de la gémellité, tout ça, machin, usurpation d'identité, j'aime bien. Ça m'intéresse qu'il y ait en plus de ce côté, donc... des règlements climatiques, donc très SF, qui est en plus cette histoire là un peu très ambiguë et tout, donc ouais, celui-là il m'intrigue pas mal. Voilà, celui-là ouais, il y a peut-être moyen que je le lise. Donc voilà, toujours le 7 sortira. Alors c'est pas un poche dans le sens où c'est sorti avant en gros format, hein. C'est juste que ce sont des petits formats chez Tornada. Voilà, sortira donc La Route du Lac de Xavier Massé. Et donc on ne sait pas grand chose hein, sur ce thriller, si ce n'est qu'on est dans un petit village réputé pour sa tranquillité, jusqu'à ce que 3 étudiants, au lendemain d'une soirée, soient portés disparus. Et donc les enquêteurs vont essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, notamment sur l'unique route qui mène au lac. Voilà. Et pour les enquêteurs, tout le monde est suspect. Allez, bim. Donc voilà, bon, synopsis classique. Après, moi, j'aime bien Xavier Massé. Alors, j'aime bien, c'est pas non plus ouf parce que c'est parfois un peu too much, je trouve. Mais bon, voilà, ça peut être intéressant, donc à voir. Ah, moi, ça me gêne pas la couve. Alors, j'aime pas l'écriture, mais j'aime bien cette petite photo avec le chalet, là. Le lac, le chalet, j'aime bien. Voilà. Bah après, bon, c'est le cas que les couvertures de Tornada sont pas de ouf. Ah ouais, elle est en train de lire celui-là, genre. Ok. Je m'attendais pas à ce qu'elle lise celui-là. Ah, mais c'est vrai qu'elle avait bien aimé un Xavier Massé, il me semble, à un moment. Donc, ok. Ben, tiens, je me demande ce qu'elle va en penser. Xavier Massé. Ce qu'elle va en penser, du coup. Allez, ensuite... On passe au 13 septembre, sortira le système de Ryan Gatiss. Et celui-là, je pense que vous l'avez vu passer. Et celui-là, Séverine l'a lu pour le coup. Vous l'avez vu passer en grand format. Il a mis du temps à sortir en poche celui-là d'ailleurs, parce que ça fait un moment qu'il est sorti en grand format, il me semble. Donc là, on est en 93 dans les quartiers sud de Los Angeles. On va suivre une dealeuse qui s'appelle Scrappy. Qui va se faire tirer dessus et être laissée pour morte. Et il se trouve qu'il y a un témoin. Et le lendemain, en fait, on va avoir 2 membres d'un gang qui vont être arrêtés.
Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul des deux qui est coupable, mais selon la loi du gang, ils doivent se taire, forcément. Et la justice, alors que la justice les pousse à parler pour dénoncer l'autre, sinon ils seront obligés de tomber ensemble. Donc voilà, et en fait on va suivre toute cette histoire-là racontée par les protagonistes. Donc il y a le criminel, celui qui est innocent, la victime, les proches, etc. Voilà, et donc évidemment, grosse critique du système pénal américain et du racisme aussi, me semble, d'après ce qu'avait dit Séverine de mémoire. Donc voilà, extrêmement intéressant, c'est bien qu'ils sortent enfin en poche. Ah oui, ok, d'accord. Aussitôt reçu, mais elle s'ennuie. Ok, merci les gens qui suivent du coup. Ça m'étonne pas trop en vrai. Ok, ok. Donc voilà, beau bébé, hein, 608 pages là pour le système. Allez, on passe à la suite, on passe au 15. Et le 15, moi j'aime beaucoup ces éditions point spéciales féminisme avec leur couverture violette. Sortira L'Amazone verte de Élise Thiebaud. Et en fait, c'est une biographie de la militante, écrivaine et militante Françoise Daubonne. Voilà, qui est décédée en 2005. Et donc elle, voilà, elle c'était une féministe du XXe siècle, anticolonialiste, voilà, et partisane des combats queer aussi. Alors qu'elle-même n'était pas queer, mais quand même, elle était écolo aussi. Bref, voilà, donc Élise Thiebaud va nous raconter un petit peu la vie de cette femme plutôt hors du commun. Donc je l'ai mis parce que miaou, miaou, qui c'est qui me fait miaou? C'est Manon, merci Manon, coucou! Coucou Manon! Merci pour ton abonnement. Et ouais, d'ailleurs Manon, ça y est, juste c'est marrant, t'arrives pile quand je parle de cette collection. Et j'ai lu du coup La Terreur féministe et j'ai absolument adoré. Et voilà, mais j'en parlerai, là je ne vais pas en parler là parce que j'enregistre pour YouTube, mais j'en parlerai dans un prochain bilan lecture, mais c'était génial. Voilà, fallait que je dise ça. Bref, donc voilà pour celui-ci. Ah bah faut que tu le lises. Franchement, je me suis régalée. C'était passionnant, c'était assez émouvant et c'était ouais voilà, enfin c'est assez éprouvant aussi, mais j'aime beaucoup ce genre d'essai féministe où tu te reconnais tellement, où t'es à la fois comment dire ouais désabusé et empouvoiré, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Ensuite, toujours le 15, sortira La fin du monde avec toi, le tome 1 de Maki Marukido, aux éditions Anna Collection, que je connais pas du tout. Alors, je connais pas certainement parce que c'est un yaoi et que d'habitude je ne lis pas de yaoi et que d'habitude je ne mets pas de yaoi dans ma sélection. Mais là, je l'ai mis parce qu'il y avait un aspect fin du monde et j'aime bien l'idée. Voilà, je sais pas, je trouvais l'idée originale. Et en plus, il est en 2 tomes. Bon, voilà. Quoique, c'est vrai que les yaoi, souvent, il y a un nombre très court de tomes, voire souvent, c'est des one-shots même. Mais bon, bref. Donc là, en fait, on va suivre Masumi. Alors, il se trouve que, voilà, on est dans un monde où la fin du monde arrive. On ne sait pas comment, pourquoi. J'espère que ça va être expliqué. Et Masumi, qui est un salariman, donc les salariman au Japon, c'est ces fameux employés qui sont surexploités, qui travaillent, qui restent dormir à leur bureau et tout. Donc vous voyez quoi, le classique de là-bas. Et Masumi, donc c'est un salariman, et il a envie, voilà, il sait qu'il va y avoir la fin du monde. Donc il a envie de sérénité, on va dire, et il décide de se rendre à la bibliothèque, voilà, passer du temps là-bas. Et il se trouve qu'il va y rencontrer Ritsu, et Ritsu, apparemment, soit c'est un ancien ami, soit c'est un ex, je ne sais pas exactement, qu'il n'avait pas revu depuis 10 ans, et pour cause, puisque Ritsu l'avait trahi et blessé. Donc Masumi n'a pas du tout envie de revoir Ritsu, alors que c'est la fin du monde, on le rappelle. Mais Ritsu
va lui annoncer qu'il peut lui donner un médicament permettant de s'endormir et de mourir sans souffrance, mais à condition que Masumi l'aide à déplacer un cadavre. Voilà, donc il y avait aussi l'aspect, il y a l'aspect fin du monde et il y a l'aspect un peu thriller comme ça. Voilà, je me suis dit, tiens, pour un yaoi, c'est un petit peu original, ça change un petit peu, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? J'aime bien l'idée. Ah bah oui, Manon, carrément. Allez, donc voilà pour celui-ci qui est en 2 tomes. J'ai oublié de le préciser d'ailleurs. D'habitude, je le mets. Il est en 2 tomes. Voilà. Ensuite, toujours le 15, sortira Maïkan de Michel Jean, qui est donc un Québécois, qui est un auteur québécois, mais un auteur autochtone en fait. Voilà, et ça c'est intéressant. Et là, on va suivre justement, donc on va suivre des adolescents, Virginie, Marie et Thomas, qui ont 14 ans, et qui vont être arrachés, donc ce sont des autochtones, ils vont être arrachés à leur famille sur ordre du gouvernement canadien. Donc je pense que vous connaissez un peu cette histoire. Voilà, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants autochtones, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, qui ont été enlevés à leur famille pour être éduqués de façon chrétienne. Voilà, parce que c'est tellement mieux, évidemment, de torturer des enfants et de les arracher à leur famille pour en faire des bons chrétiens. Et donc voilà, on nous raconte un peu leur histoire et on nous raconte aussi, 70 ans plus tard, l'histoire d'une avocate qui s'appelle Audrey, qui va chercher à comprendre ce qu'il est advenu de ces 3 jeunes adolescents autochtones. Alors c'est la tribu des Inuits, enfin la tribu, enfin en tout cas la communauté des Inuits, je ne sais pas exactement, mais c'est ouais, communauté Inuit, voilà. Donc, et il se trouve que l'auteur est aussi issu de cette communauté. Moi j'aime bien, voilà. Là, pour le coup. Merci Viviane, bisous bisous, bonne nuit. Donc voilà pour celui-ci, voilà, bah oui, ça parle des autochtones, c'est pour moi. Donc ça sortira chez Point. Pareil, je ne l'ai pas vu passer en grand format. Il y en a plein, franchement, la plupart, c'est fou. Hein. La plupart de ceux que j'ai mis, je ne les avais même pas vus passer en grand format. C'est étrange, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient sortis pendant la rentrée littéraire et qu'on était tellement enfouis sous les livres que voilà, on n'a pas pu tout voir, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais ouais, il a l'air vachement bien pour le coup et je suis très curieuse, voilà, d'en apprendre plus sur cette communauté, de savoir ce qui s'est passé, etc. Ah, Coucoum. J'ai vu, le synopsis m'intéressait un peu moins pour le coup, mais ouais, ok, si t'aimes bien, tu l'écoutes en audio. Ça me fait penser qu'il faudra vraiment que j'écoute Kwesipan. Ok. Donc voilà pour celui-ci. On passe au 21 septembre avec Danser dans la mosquée de Omeira Kaderi, pardon. Et donc là, on est en Afghanistan et en fait, l'autrice raconte un petit peu son histoire. Donc Omeira, elle va naître en 1980, elle a presque mon âge. En Afghanistan, dans une maison où se côtoient 3 générations qui tentent de survivre à l'occupation soviétique. Et oui, on rappelle que, en fait, c'est les talibans qui sont venus ensuite libérer. Alors, c'est horrible à dire parce que d'un côté, oui, c'était libérer les Afghans de l'occupation soviétique, sauf qu'ils ont amené un régime encore pire. Bref, enfin, c'est la peste et le choléra, hein, on va pas se mentir, mais voilà. Mais à cette époque-là, ouais, dans les années 80, effectivement, c'était avant l'arrivée des talibans, donc l'Afghanistan était sous occupation soviétique. C'est la guerre, il y a une guerre civile en plus, etc. Et donc elle va assister à ça. Voilà, bah, la guerre civile, c'est justement au moment où les Afghans sont venus pour libérer le pays des soviétiques. Et donc ils vont prendre le pouvoir. Et donc Omeira, elle, jusqu'à présent, jusqu'à l'arrivée des talibans, elle était plutôt libre. Voilà, elle lisait beaucoup. Et là, donc, elle va essayer de se révolter contre les privilèges accordés aux hommes, évidemment, et tous les interdits
qui vise les femmes. Elle va même, adolescente, animer une école clandestine dans une mosquée. Et malheureusement, voilà. Bon, en fait, je trouve que ça raconte un peu trop, donc je vais m'arrêter là pour pas trop vous en dire. Mais voilà, en gros, c'est la vie d'une jeune femme qui va devoir un peu se battre contre son propre régime, hein. Ça a l'air assez dur, mais ça a l'air extrêmement intéressant, parce que là, on est vraiment dans une autobiographie. Ah, ça m'étonne pas, Malo, que tu l'aies repéré. Ça m'étonne pas. Voilà, moi, je l'avais pas vu, tu vois, mais voilà. Je le découvre et ça a l'air vachement bien. Voilà pour celui-ci. Toujours le 21 sortira La Maison en pain d'épices de Jennifer Egan. Alors là, celui-là, il m'intrigue pas mal aussi pour le coup. Il m'intrigue beaucoup, beaucoup. Donc là, on est... Alors, au début, on est en 2010. On va suivre Bix, qui est un... Oui, Bix. B-I-X. Qui est un père de famille qui travaille sur une nouvelle technologie qui va révolutionner les rapports humains. Il a 4 enfants, donc il a 40 ans, il a 4 enfants, voilà, il a donc une entreprise qui s'appelle Mandala, et qui va connaître un énorme succès. Donc c'est un genre d'Elon Musk, hein, en fait, voilà. Mais le truc, c'est que, voilà, il est toujours insatisfait, il est toujours en quête d'une nouvelle idée, un peu comme Elon Musk aussi, jusqu'au jour où il va tomber par hasard sur un groupe de discussion dont l'un des membres expérimente un nouveau concept, l'externalisation de la mémoire. Donc c'est là qu'il va créer cette fameuse nouvelle technologie qui va révolutionner les rapports humains. Vous suivez ? Et donc 10 ans plus tard, enfin en tout cas de nos jours, donc en fait c'est pas vraiment, enfin oui, c'est un genre de dystopie, mais presque une uchronie, puisqu'on est aujourd'hui, on n'est pas dans un futur proche comme souvent les dystopies. Là on est vraiment de nos jours avec quelque chose qui s'est passé en 2010 qui a changé les choses. C'est un genre d'uchronie en fait. Et donc de nos jours, on a donc cette nouvelle technologie qui est assez démocratisée, qui s'appelle On Your Unconscious, qui permet d'accéder à tous ses souvenirs, mais aussi, ça me rappelle un épisode de Black Mirror, ça, mais aussi de les partager en échange de l'accès à ceux des autres. Voilà. Et donc, voilà, on va être dans ce monde-là, avec ce truc-là. Ça fait très Black Mirror, hein, ça fait totalement Black Mirror, mais voilà, moi j'aime bien. J'aime bien cette idée. Voilà. J'aime bien... Ouais, alors moi j'adore les nouvelles technologies, hein. Je suis pas du tout réac pour ça, mais je trouve toujours intéressant les livres qui font un peu des critiques comme ça, tant que c'est argumenté, qu'on n'est pas sur un truc complètement réac en mode nouvelle technologie c'est pas bien, moi ça me va. Donc voilà. Voilà pour celui-ci qui sortira chez 10-18. Toujours le 21 septembre sortira Son Empire de Claire Castillon, aux éditions Folio. Donc là, on revient dans un truc un peu classique contemporain, avec des thématiques que j'aime bien, évidemment. Donc, on va être avec une femme qui rencontre un homme qui prétend l'aimer. Sauf que, évidemment, c'est un homme qui va asseoir un petit peu son emprise, voilà, et c'est leur fille, enfin, non, c'est pas leur fille, c'est la fille de la nana, on ne sait pas leur prénom, hein. C'est la fille de la femme qui va observer, impuissante, la prise de pouvoir progressive de cet homme jaloux, menteur, obsessionnel, voleur et paranoïaque sur l'esprit de sa mère subjuguée. Donc on nous dit que c'est un roman à l'humour glacial. Moi j'aime bien quand il y a un peu d'humour caustique au milieu, un peu comme Amélie Nothomb sait bien faire aussi. Donc Claire Castillon excelle à disséquer les contradictions de la femme et la perversité de l'homme qui la manipule. Voilà, bon bah. Thématique que j'aime bien. Ah ouais, c'est vrai, Stéphane? D'accord, ok. Bah écoute, voilà. Ouais, celui-là il me tente beaucoup, beaucoup. T'avais adoré Marche Blanche. Okay. Je connaissais pas... Enfin, je connaissais cette autrice de nom.
mais j'ai jamais lu, donc je sais pas du tout, voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais là ça me donne envie, et là pour le coup ça me donne vraiment envie, donc ouais, pourquoi pas, en plus il est assez court, pourquoi pas découvrir cette autrice avec celui-ci. Voilà. Encore et toujours, le 21 septembre, on approche de la fin, hein, je vous rassure, sortira Survivre à ses parents toxiques, aux éditions Akata, édition que j'aime d'amour, hein, vous le savez, voilà. L'autrice c'est Mariko Kikuchi. Et donc en fait on est plutôt, alors c'est un manga, hein, mais on est dans un recueil. Ah, attends, il y a des auteurs femmes comme elle ou Chloé Delhomme, elles sont aussi agaçantes que talentueuses. Pourquoi ça m'étonne pas de ta part, Stéphane? J'aime beaucoup Chloé Delhomme, ouais. Donc oui, en fait là on va être dans un genre de recueil de témoignages. Alors c'est vraiment des vrais témoignages, hein. C'est donc Mariko Kikuchi qui a recueilli des témoignages de personnes qui ont vécu avec des parents toxiques. Voilà. Donc à travers les témoignages de personnes issues de milieux différents, journalistes, employés de bureau, réalisateurs de films porno, oui, pourquoi pas, femmes au foyer, écrivaines, etc. Voilà, donc en fait elle va scruter un petit peu, voilà, leur vie d'adulte d'aujourd'hui qui souffrent encore des traumatismes que leur ont fait subir leurs parents. Thématique extrêmement intéressante aussi parce que on parle beaucoup des conjoints toxiques, et à raison, hein, mais il y a aussi des parents toxiques, oui. Donc voilà. Faudra que je regarde aussi, alors du coup, faudra que je me penche sur l'autrice Claire Castillon. Ok, ça marche. Et oui, c'est clair que malheureusement, il y a beaucoup de parents toxiques, donc voilà. Du coup, ouais, ça peut être à la sauce manga comme ça, ouais, ça peut être extrêmement intéressant. Je suis toujours curieuse en fait de découvrir finalement le point de vue sur ces thématiques de d'autres pays comme ça, d'autres cultures en fait, parce qu'on n'a pas la même, on n'a pas toujours la même façon de voir les choses. Donc voilà, pour le coup, ça m'intéresse un max. Il y a des, franchement, en plus, bon, il fait 10 euros. Il y a de grandes chances que je l'achète celui-là. Tout à fait le sujet du drama que tu regardes en ce moment. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, c'est le sujet. Ok. Très bien. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe au 27 septembre. Sortira Fille A de Abigail Dean. Et celui-là, par contre, je l'avais vu passer, mais je ne l'avais pas lu. Je l'avais vu passer en grand format. Il m'intriguait beaucoup. Je crois que c'était Viviane qui l'avait lu, d'ailleurs, Fille A. Je ne sais plus. Il y avait quelqu'un qui l'avait lu et qui m'en avait dit du bien. Donc ici, donc ça sortira au livre de poche. Ici, on va être avec Rosemary. Rosemary qui se suicide. Voilà, super, ça commence bien. Alors que pourtant c'était une femme très belle, très riche, mais elle avait beaucoup d'admirateurs et d'amants. Comment elle en est venue, pourquoi je dis mais d'ailleurs, il n'y a pas de mais, hein, comment elle en est venue à se suicider? Elle était mariée avec un homme qui était plus âgé qu'elle, voilà, mais lui, voilà, il disait rien, il savait qu'elle avait des amants et tout ça, donc il disait rien, il était résigné. Mais le truc, c'est que Georges, donc son mari, va recevoir des lettres anonymes qui lui annoncent que son épouse ne s'est pas suicidée, qu'elle a été assassinée. Et là, donc, on va découvrir petit à petit ce qui s'est passé et pourquoi l'entourage de Rosemary a voulu se débarrasser d'elle. Alors moi, quand je vois Fille A, je pense à la lettre écarlate, je pense, voilà. Typiquement, je pense que ça va être un rapport avec ça, puisque on nous dit qu'elle avait beaucoup d'amants, etc. Donc la lettre écarlate, c'est ça, hein, c'est la honte sur les femmes de petite vertu, enfin voilà, qui couchent hors mariage, etc. Ou qui commettent l'adultère. Bref, voilà.
Je pense que grosse référence hein, avec le A rouge comme ça, clairement. Ok Stéphane, bon. Toi tu l'as lu Malo alors, t'avais aimé? Moi il m'intrigue pas mal du coup. J'avais vu de mon retour, ouais. D'accord, moyen. Bon, très bien. Non mais ok. C'est bon à savoir. Ok pour celui-ci. Alors, toujours le 27, sortira Une lueur dans la nuit de Stacy Willingham. Et celui-là, il avait fait pas mal parler de lui à sa sortie, surtout pour sa couverture en fait, c'est marrant, mais c'est vrai qu'il a une très très belle couverture. Ils ont gardé la même dans leur version poche, donc c'est Talent Édition. Hein. Ils ont gardé la même, c'est vrai qu'elle est très belle. Bon, après on est dans du thriller plutôt classique hein, finalement. Donc on est en Louisiane. Donc on va suivre Chloé dont la vie a basculé l'été de ses 12 ans parce que 6 jeunes filles ont disparu au sein de sa communauté. Elles ont été tuées par un tueur en série. Voilà, le tueur en série va être mis en prison. Et il se trouve que, pourquoi on nous parle de Chloé? Parce que le tueur, c'est son père. Voilà, elle en a découvert la preuve. Et 20 ans plus tard, alors que son père purge encore sa peine, Chloé, elle est devenue psychologue à Bâton Rouge. Elle essaye de mener une vie d'adulte équilibrée. Mais il y a une fille de 15 ans qui va venir, qui va disparaître. Voilà. Et dans des circonstances similaires. Et donc, pourquoi que s'est-il passé? Et c'est Chloé qui va un peu s'intéresser à la question, forcément. Voilà. Donc, synopsis assez classique, mais assez efficace, j'ai envie de dire. Ça donne envie quand même. Tu l'avais lu à sa sortie, tu te rappelles du titre, mais rien du livre. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord, Malo. Ouais, donc si ça t'a pas marqué, c'est que c'était pas ouf, en tout cas. Donc voilà, écoutez, bon, moi c'est pas, honnêtement, je suis pas sûre que je l'achèterai, quoi, même si la couverture est très belle. Mais ouais, c'est intéressant. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. C'est sûr, c'est pas pour toi, Stéphane. Et enfin, le dernier, on passe au 28 septembre, sortira Le pays au-delà des mers de Christina Baker Klein. Où là, on est en Tasmanie. Oui. Dans la Tasmanie coloniale de l'ère victorienne. Voilà, j'aurais presque pu rajouter un pays là, mais bon, l'autrice est américaine, alors voilà. Où on va suivre le destin de trois femmes de mauvaise vie, entre guillemets, exilées par la couronne britannique. Donc au début, on est à Londres en 1840, où on va suivre Évangeline, qui est une gouvernante et en fait elle s'est fait avoir par son employeur qui l'a un peu séduite en fait, qui l'a séduite et qui lui a fait des promesses, etc. Et malheureusement elle va être accusée de vol et condamnée à la déportation. Et or il se trouve que Évangeline est enceinte. Voilà, donc on se doute de qui, hein. Et puis, on va suivre également, donc là, on va la suivre, Évangeline, sur le bateau, mais on va suivre également déjà en Tasmanie, toujours en 1840, donc, on va suivre Matina, qui est une orpheline aborigène, qui elle aussi est retenue prisonnière. Elle a été arrachée à sa tribu. Elle a été adoptée par le gouverneur et son épouse qui veulent la civiliser à tout prix. Donc on revient un peu sur la thématique de tout à l'heure avec les autochtones qu'il faut civiliser. Voilà. Donc voilà, ces femmes l'ignorent encore, mais leur sort est inextricablement lié. Voilà, donc elles vont avoir besoin de leur courage pour survivre et se frayer un chemin vers la liberté. Alors on nous dit que c'est 3 femmes, mais on n'en nous a présenté que 2. Donc j'imagine qu'il y en a aussi une 3e.
Bon voilà, c'est une thématique qui m'intéresse pour le coup, même si c'est un roman historique. Je ne suis pas très très fan des romans historiques, mais quand ça touche à des thématiques qui m'intéressent, ouais. Clairement, ça peut me plaire, voilà. C'est une thématique que je connais pas, la déportation comme ça sur une colonie. J'aime bien, enfin j'aime bien l'idée, j'allais dire. Non, l'idée j'aime pas, mais, mais ça m'intéresse quoi, de connaître cette histoire. Et ouais, je connaissais pas non plus, enfin je sais pas si tu parles de celui-là, non tu parles peut-être de celui d'avant. Mais pour le coup, celui-là, pareil, je l'ai pas vu à sa sortie. C'est typiquement le genre de truc qui aurait pu sortir chez Charleston, ça d'ailleurs. Vraiment, on est totalement là-dedans. Peut-être qu'il est sorti chez Charleston. Attendez, bah, je vais vous le dire de suite. Il suffit de cliquer sur brocher. Le suspense est entier. Ah bah non, c'est chez Belfond. Voilà. C'était chez Belfond, le pays au-delà des mers. Avec une belle couverture aussi. Mais celle du... Elle ressemble beaucoup à celle du format poche, mais celle du format poche, c'est encore plus joli, je trouve. Bref. Et voilà, et bien écoutez, j'ai fait le tour de toutes les sorties qui m'intéressent pour ce mois de septembre. Et j'espère que... Enfin, j'espère. J'allais dire, j'espère que vous avez noté des choses ou pas, d'ailleurs. Hein, pour faire des économies aussi, c'est bien de rien noter. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez aimé ma petite sélection. Alors encore une fois, hein, j'ai certainement oublié plein de choses ou oublié de façon volontaire aussi parce que je peux pas tout mettre. Mais focus. Mais voilà, c'était ma petite sélection et donc la prochaine vidéo YouTube, ce sera les sorties grand format et là, ça va être dur de faire le tri parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et notamment en SFFF. Voilà, alors autant au mois d'août, c'était plus du contemporain, autant au mois de septembre, il y a beaucoup de SFFF et il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, bah voilà, vous verrez ma sélection la semaine prochaine. Voilà, sur ce YouTube, je vous dis à bientôt. Bien.